Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. MacMahon tire de cette bataille une plaie à la côte. Malgré tout, ça ne va pas l'empêcher de lutter jusqu'à la victoire. Et Constantine tombe le 13 octobre 1837. 3 ans plus tard, en 1840 donc, MacMahon quitte l'état-major. Il est affecté dans l'infanterie comme commandant des chasseurs d'Orléans. C'est un corps de chasseurs à pied créé par le duc d'Orléans, d'où le nom. On le nomme lieutenant-colonel 2 ans plus tard. Très vite, il fait ses preuves, encore une fois, en tant que chef. Et son bataillon devient un modèle d'efficacité et d'endurance hors pair. Le commandant fait part de beaucoup d'altruisme et d'indulgence. Il veille quotidiennement à la bonne santé de ses hommes et il les qualifie de ses agneaux. Le 31 décembre 1942, MacMahon est promu lieutenant-colonel au 2e régiment de la Légion étrangère. C'est une institution réservée normalement aux étrangers qui veulent intégrer l'armée française. D'après les mots de l'écrivain Alfred Rastoul, c'était un corps d'armée curieux dans sa diversité, je cite « On trouve dans ce corps le matelot dégoûté de la mer à côté du fils d'un conseiller aulique de la cour d'Autriche, le chasseur de bisons retour des Grands Lacs à côté de l'héritier déclassé d'un banquier de Francfort, le planteur de la Louisiane à côté du neveu d'un cardinal. » Alors la Légion étrangère est réputée habituellement pour ses actes de mutinerie, ses désertions fréquentes à l'époque. Sauf que MacMahon va changer la donne. Dès sa prise de fonction, il parvient à discipliner ses hommes, assez facilement d'ailleurs, en ayant recours non pas au châtiment, mais à la compétition, à l'éloge, à la bonté. Impressionné par le courage et l'efficacité de la 2e Légion sous l'autorité de son chef, ses supérieurs le nomment colonel du 41e régiment en ligne, en garnison à Marnia, et il quitte la Légion étrangère. Il la quitte a priori avec le cœur lourd, mais plutôt fier. Au bout de quelques mois, son héroïsme lui vaut le statut de commandant de la place de Nemours. Nemours pas en France, mais Nemours en Algérie. C'est une ville au nord-ouest du pays qui normalement s'appelle Gazaouet. Là, MacMahon ordonne de faire construire des pavillons pour les officiers, des casernes pour les soldats, et une infirmerie et une bibliothèque. Vous voyez, il prend soin de ses hommes. J'allais dire, c'est presque un soldat à l'antique. En septembre 1846, 7 prisonniers français sont libérés par le chef militaire de la résistance algérienne, Abdelkader, contre une rançon. Réjoui par la nouvelle, l'écrivain Alexandre Dumas débarque le jour même sur les côtes algériennes à bord du Vélos pour assister à la fête. Un extrait de ses carnets de voyage témoigne de l'hospitalité unique que leur offre justement MacMahon. Je cite « Lorsque nous entrâmes le soir, nous trouvâmes une table de 300 couverts servie sur la plage sablonneuse et déserte. Nous nous retournons, cherchant le génie qui avait produit ce prodige. Je ne sais rien de plus ingénieux que le soldat en fait d'ornementation. Donner des sabres, des baïonnettes, des pistolets, des fusils à des architectes, à des décorateurs, ils n'en feront rien d'autre que des fusils, des pistolets et des sabres. Les soldats en feront des lustres, des miroirs, des étoiles. Ils constelleront le plafond, ils draperont les murs, ils en feront des colonnes, des cariatides et des pilastres, et tout sera étincelant de lumière. On se met à table, les honneurs étaient pour les prisonniers et pour nous. La musique, derrière les draperies, jouant des airs militaires, on assiste à une pareille fête une fois dans sa vie. C'est fort quand même. 2 ans plus tard, MacMahon est toujours installé à Nemours quand la Révolution éclate à Paris, une nouvelle révolution. Cette nouvelle abolition, si vous voulez, de la monarchie entraîne de grands bouleversements au sein du système exécutif militaire, vous en doutez. 9 gouverneurs vont se succéder en 3 ans et demi, et alors que de nombreux chefs militaires rentrent en France pour faire carrière en politique, MacMahon, trop attaché à la terre algérienne, lui se résout à rester. À son départ pour la France, Cavaignac, le commandant Cavaignac, fidèle ami de MacMahon, lui confie son aide de camp, un certain capitaine Borel, qui va l'accompagner tout au long de sa vie et va le nommer général de brigade de la subdivision de Tlemcen. Au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, en décembre 1851, MacMahon a pour ordre d'organiser un plébiscite auprès de ses hommes. Lui également se doit de voter publiquement. Et malgré sa réticence à valider la dissolution de l'Assemblée, eh bien, notre bonhomme se voit contraint à faire régner l'ordre et il va voter oui pour s'aligner avec ses troupes. C'est le début du Second Empire. Peu de temps plus tard, au grand désespoir du général, une dépêche lui annonce qu'il est affecté comme commandant de la 1re division et il part en Crimée pour défendre l'Empire ottoman menacé par l'armée russe. Sur place,
Il découvre une situation difficile. Des épidémies de choléra sont fréquentes dans l'armée française et britannique. Un grand nombre d'expéditions échouent, coûtent la vie de nombreux généraux. Comme un préambule de 14-18, la guerre de Crimée, c'est une guerre des tranchées épouvantable. Arrivé à Istanbul, la première mission qu'on lui confie, c'est de mener l'assaut de Malakoff, une colline située à proximité du port de Sébastopol que, aujourd'hui, normalement, vous devriez connaître. À midi, le 8 septembre 1855, l'attaque est lancée. La forteresse de Kornilov, que la division grimpe ardemment malgré les bombes, est prise en premier. MacMahon plante à son sommet le drapeau de la première division. La légende dit qu'un officier anglais lui aurait conseillé alors de se retirer parce que la redoute était minée. Ce à quoi MacMahon aurait répondu sa phrase célèbre « J'y suis, j'y reste », une phrase célèbre que beaucoup reprennent. Il s'agit là d'une des seules phrases de sa prestigieuse carrière que l'histoire a choisi de retenir. Il y en aura une autre à la fin. Dans la foulée de l'action, des sapeurs découvrent des fils électriques reliés à des batteries destinées à faire sauter la zone qu'ils coupent sans peine. Les ravitaillements d'armes sont effectués avec succès, la coordination militaire est parfaite. 4 heures plus tard, le combat prend fin, mais à la tombée de la nuit et à la surprise de tous, les Russes mettent le feu à leurs casernes et leurs dépôts de munitions explosent. Et vous avez 7500 hommes qui sont tués du côté français et 13 000 du côté russe, c'est monstrueux. Le camp ennemi capitule et la paix est instaurée entre les Russes et les Français. Après quelques jours seulement, le commandant reçoit un courrier de l'empereur, le félicitant pour son glorieux travail en Orient. Et 2 semaines plus tard, il est décoré de la Légion d'honneur par l'empereur lui-même. C'est le début de la gloire pour notre bonhomme. Depuis son retour en France, les éloges pleuvent sur lui et sur son épouse. Le couple est fréquemment invité à la cour impériale pour des parties de chasse, mais le chef militaire ne s'enlise pas et il embarque à nouveau pour l'Algérie où il va rester combattre jusqu'à la pacification du territoire à la fin de l'année 1850. Son retour dans l'Empire est marqué par une immersion habile dans la sphère politique. L'ancien commandant est devenu sénateur et il suit avec intérêt les séances et il prononce quelques jugements qui étonnent de par leur finesse et leur rigueur juridique. Il parvient notamment à séduire son oratoire en soulignant l'aspect inconstitutionnel de la loi de sûreté générale qui permettait à l'époque au gouvernement d'emprisonner et d'expulser sans jugement des individus condamnés pour leurs actions politiques contre l'empereur dans le passé. Au cours des mois suivants, il est envoyé par Napoléon III en différentes missions d'inspection, d'abord à Venise, puis en Normandie. Et suite à la pacification de l'Algérie en 1858, l'empereur fait paraître un nouveau décret créant un ministère de l'Algérie et des colonies qu'il confie aux mains de son cousin germain, Napoléon Jérôme, et il nomme MacMahon commandant supérieur des forces de terre et de mer. Cette création de poste lui garantit l'autorité de l'État, la sécurité du territoire et des frontières.